Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Limoges, même si vous êtes loin, pour le festival Lire à Limoges en version distancielle, comme on dit, en vertu des circonstances qui sont les nôtres depuis de longs mois maintenant. Rencontre avec Gilles Paris. Nous allons nous concentrer sur le dernier livre paru de Gilles Paris, qui s'appelle « Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien » et qui vient de sortir début février, je pense, chez Flammarion. « Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien », c'est le 8e livre et c'est le premier récit. Gilles Paris est auteur de romans, donc de fiction, à destination des jeunes ou des adultes et mettant en scène presque toujours des moments charnières et clés, notamment se situant souvent à l'adolescence ou à l'orée de l'adolescence et à la fin de l'enfance. Évidemment, on comprend grandement pourquoi en lisant ce livre, puisque c'est un récit. C'est un récit dont le titre très beau et très intriguant, « Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien », est tiré d'une réplique authentique qu'un médecin vous a adressé à un moment clé du livre. Donc vous allez nous dire d'où elle vient. Et c'est un moment parmi d'autres de ce livre qui raconte 8 dépressions en 30 ans de vie. Donc sans doute ce pourquoi ce récit est le premier, après pas mal de fiction. Il a cette entrée que je n'oserais qualifier de thème parce que ce n'est pas un livre... c'est pas un guide pratique de la dépression, encore qu'il en enseigne bien des choses, mais évidemment un thème aussi fort, affronté aussi franchement, requérait une forme de pacte de vérité, et donc le mot récit s'inscrit sur la couverture. Donc ce récit et son titre, cher Gilles Paris, certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Absolument, il faut le resituer d'abord dans le contexte. C'est ma dernière tentative de suicide. Bon, comme je les appelle, c'est des tentatives de survie. Je n'ai pas du tout envie d'en finir, au contraire, j'ai envie de passer à autre chose tout simplement. D'ailleurs, chaque fois que je me réveille d'une tentative de suicide dans un hôpital, la première chose à laquelle je pense, c'est « j'ai réussi, je suis vivant ». Donc, ce n'est pas du tout l'idée d'en finir. Et cette fois-ci, je vais me retrouver à côté d'un médecin très sympa, assis à côté de moi. J'ai des électrodes encore sur la poitrine, je suis un peu sonné évidemment, et le médecin me dit vous savez, avec ce que vous avez pris, d'autres y seraient restés. En fait, certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. Et curieusement, cette phrase va avoir un impact sur moi énorme, c'est-à-dire que je vais me rendre compte soudainement, pour la première fois, que lorsque je fais une tentative de suicide, et que j'avale en effet une poignée de médicaments derrière un verre de whisky par exemple, eh bien quelqu'un d'autre avec la même dose aurait pu y rester. Et je prends conscience à ce moment-là de la folie, de ce geste excessif, dangereux, que je considérais, que je maniais plutôt comme une comédie, puisque je m'arrangeais toujours pour laisser la porte ouverte, pour passer un coup de fil avant. Donc c'était quelque chose c'était presque une comédie, presque préparée, on va dire, au fond de soi. Et ce médecin, avec ce ton un peu paternaliste d'ailleurs, va me faire prendre conscience, pour la première fois, que cette tentative de suicide est une véritable folie, un véritable danger. Ce sera d'ailleurs la dernière tentative de suicide que je ferai dans ma vie. Et il y a 8 dépressions. En 30 ans de vie. Alors, ce n'est pas un état permanent. Non. La première chose qui frappe, alors elle ne structure pas exactement le livre, il n'y a pas 8 chapitres pour 8 dépressions, il y a un certain nombre de chapitres, d'items qui viennent se glisser. C'est globalement chronologique, mais pas strictement. Ce n'est pas du tout un récit autobiographique au sens je suis né linéaire, et j'en suis là. Ce n'est pas linéaire, c'est volontairement, je pense, fragmentaire. Mais il y a des focales sur les moments de dépression. Celle-là, le récit souvent de passage à l'hôpital, notamment, le récit du début, de leur fin est récurrent. C'est-à-dire que ce serait ça ma question sur la dépression en elle-même, pour celles et ceux qui ne le sont pas, ou qui le sont sans le savoir, mais je pense qu'on le sait, qu'on s'en rend compte. La dépression n'est pas un état permanent sur 30 ans. Ça a vraiment, à l'instar d'un livre, un début et une fin. Alors,
on va dire d'emblée que ça peut l'être malheureusement. C'est-à-dire que la dépression peut être ce qu'on appelle chronique et récurrente chez des patients qu'on va croiser pour la plupart souvent dans les hôpitaux et les cliniques. Mais on va s'attarder plutôt, et ce livre s'attarde plutôt sur une dépression non chronique justement, qui est ponctuée de périodes pendant lesquelles je vais bien, j'ai envie de dire je redeviens normal et j'ai une vie comme tout le monde. Ce livre, je le dis d'emblée, c'est un peu comme si j'invitais le lecteur à entrer dans une danse, considérant que ma vie en est une. Et quand on danse, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et les chapitres sont un peu conçus comme ça. Ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, parfois on repart en arrière, parfois on va plus en avant. J'avais non seulement envie de raconter ce que c'était qu'une dépression, c'est une maladie. Les médecins d'ailleurs utilisent un mot très précis pour la décrire, c'est la mélancolie. On est très loin des phrases de Chateaubriand dans Mémoire d'outre-tombe et le côté romanesque même que le mot mélancolie peut évoquer, c'est un mot médical qui évoque très bien la dépression. Je voulais raconter d'abord comment ça venait, comment ça arrivait, comment on pouvait la ressentir, ce qui se passait pendant qu'on était dépressif et comment on s'en sortait. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé à travers les thèmes de mes livres, de mes romans, surtout de ma fiction, c'est pas les épreuves qui comptent, au fond, c'est ce qu'on en fait. Et comment on arrive à se sortir d'une maladie qui est quand même assez vicieuse, qui est quand même assez longue. On n'est pas dans une petite déprime, un petit coup de blues, qu'un verre de vin va soigner, ou une conversation avec un copain qui va vous rassurer et vous dire que vous allez mieux. La dépression, c'est une vraie maladie et qui, selon la plupart des médecins, dure minimum 8 mois, et après, on additionne 1 année pour remonter la pente. Donc c'est long. Voilà, c'est une maladie de l'esprit, c'est une maladie qui, malgré tout, reste en France encore un vrai sujet tabou. Même s'il y a eu des améliorations, mais elles sont furtives, ces améliorations. Peut-être qu'il faudrait, à l'instar de Philippe Labro et de certains sportifs, qu'il y ait beaucoup plus de confessions, de personnalités qui s'expriment à ce sujet pour que les gens en aient moins peur. Parce qu'il y a à la fois l'histoire du dépressif, de la dépression, qu'est-ce que c'est que la dépression, essayer d'en avoir moins peur, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, parce qu'il y a l'entourage, il y a les proches. Aujourd'hui, on connaît tous, on a tous un copain, on a tous un cousin, un ami, un frère, une sœur, un père, une mère qui a connu la dépression. Et c'est une maladie dont on a peur parce qu'elle est psychique et parce qu'on ne sait pas quoi faire. La plupart des gens qui vivent ça, l'entourage qui vit ça, est totalement démuni. Ils sont impuissants, ils ne sont pas assez patients en plus. Et souvent, c'est eux qui prononcent les phrases les plus maladroites. Ils vont dire, mais qu'est-ce que t'as, secoue-toi, remue-toi, mais enfin, t'as pas le cancer quand même. Voilà, des phrases qui vont, avec la culpabilité du dépressif, l'enfoncer un peu plus sous l'eau. Et c'est très difficile d'arriver à comprendre cette maladie dans les grandes villes, dans les provinces, alors qu'une personne sur 7 en France a connu la dépression. Qu'on est quand même de l'ordre de 3 millions en France à avoir connu la dépression et de 300 millions de gens dans le monde à l'avoir connu aussi. Donc c'est un phénomène qui s'amplifie, qui est énorme, qui est important, et je voulais rentrer par la petite lorgnette qui est celle de ma vie au fond et celle de mon histoire, qui est une histoire, j'ai envie de dire, un peu banale au demeurant, parce que oui, elle est banale dans le sens où je ressemble à des milliers de gens par rapport à ça. J'ai eu des problèmes avec un père plutôt violent, j'ai une famille difficile, on va dire, qui n'est pas évidente, mais beaucoup de gens ont ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi, et beaucoup de gens traversent des moments difficiles, des dépressions. J'en ai connu beaucoup dans les hôpitaux et les cliniques, et c'est quelque chose que je voulais transmettre dans le sens vraiment positif et faire comprendre peu à peu que cette maladie ne doit pas faire peur parce qu'on en guérit pour la plupart du temps et qu'il faut simplement être celui qui, une fois qu'il a touché le fond de la piscine avec son pied, est capable de remonter à la surface et de pouvoir respirer enfin. Ça prend du temps, c'est long, mais la seule personne qui peut vraiment faire quelque chose pour vous quand vous êtes dépressif, c'est vous-même. Et alors, pour se prendre en charge, il y a notamment l'écriture, on en parlera, mais il y a déjà le travail, parce que ce que raconte aussi ce livre, c'est une vie de travail.
Et je pense à la première dépression. J'essayais vraiment d'en reconstituer le fil et d'en chercher entre guillemets la cause. Mais évidemment, j'imagine que vous allez me dire, les causes sont multiples. Vous avez évoqué l'enfance. Il y a néanmoins une grande fatigue, c'est-à-dire que fin des années 70, 80, vous vivez une jeunesse dorée, exubérante à Paris, vous prenez énormément de risques, c'est aussi le début du sida, ça vous le dites entre parenthèses, et vous prévenez à un moment où vous racontez ça que ça va être une grande fatigue, c'est-à-dire qu'à la fois vous travaillez beaucoup, vous dormez peu, vous vivez puissance 10. Et donc je me suis demandé si la première dépression était vous voyez, une simple sorte de burn-out en fait, de burn-out du travailleur et du fêtard, Oui, ou plus que ça. On pourrait apparenter ça à du burn-out, absolument, puisque c'est lié au travail, mais pas seulement. Et en fait, quand vous parlez de ces fameuses causes, ce qui est terrible et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette maladie est très taboue au fond finalement, c'est que si en plein hiver vous ouvrez la fenêtre et que le lendemain vous avez mal à la gorge, vous saurez pourquoi. La dépression, c'est très difficile d'en connaître là où les causes. Il y en a plusieurs généralement et on n'est jamais sûr de soi. C'est-à-dire que même les médecins vont émettre des avis, la famille, les proches vont donner leur opinion. On aime bien comme ça se rassurer un peu sur 2-3 choses, c'est un peu logique d'ailleurs, et c'est très difficile pour celui qui subit la dépression, de ne pas savoir pourquoi il l'a subie. Mais la plupart du temps, en fait, on ne sait pas. Et toutes les hypothèses même que j'émets dans ce livre, je n'en suis pas certain à 100%. Donc c'est une sorte d'avancée pour essayer de comprendre et d'expliquer ça. Après, la première dépression, évidemment, on ne la voit pas venir. Elle arrive comme une espèce de boomerang qui vous revient après tous ces excès incroyables que j'ai connus. Je suis quelqu'un de toute façon très excessif dans ma nature. Sauf que, évidemment, depuis, j'ai appris qu'il y avait des bons et des mauvais excès. Les mauvais, je leur ai tourné le dos il y a plus de 20 ans maintenant déjà. Et des bons excès, il y en a plein. Donc, je pratique ces excès-là parce que je ne peux pas ne plus être excessif, ce serait absurde. Mais par contre, quand j'avais 20 ans, en effet, j'ai brûlé les chandelles par tous les bouts, dans tous les sens du terme. Mais c'était une fuite en permanence. Il y avait eu une bagarre assez violente avec mon père. Je ne voulais pas en parler autour de moi. J'étais plutôt un taiseux en ce qui concernait ma propre histoire. Au lieu d'aller voir un médecin, un psychologue, d'en parler même à mes meilleurs amis, je ne l'ai pas fait. J'ai gardé tout ça pour moi. J'en ai parlé très tardivement à ma sœur. Ma petite mère est morte du Covid l'année dernière. Elle n'a jamais connu l'histoire de la bagarre avec mon père. Donc, je suis un homme à secret en quelque sorte. Et il y a des secrets que je n'ai jamais dévoilés. En tout cas, ceux-là, je me suis bien gardé de le faire. Et je pense que ce n'était pas une bonne idée, en fait. Parce qu'à force de garder les choses en soi, elles pourrissent un peu d'une certaine manière. Elles m'ont forcé... Enfin, elles m'ont forcé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais elles m'ont obligé, on va dire d'une certaine manière, à user de la drogue, de l'alcool, du sexe à outrance, peut-être pour expurger, pour expulser au fond finalement tous ces secrets que j'avais en moi et que je taisais en permanence. Même mes meilleurs amis, quand ils voulaient savoir des choses de moi, j'étais très dur avec eux, j'étais capable de rompre même mes amitiés s'ils insistaient un peu trop. J'ai fini par dire même à un moment donné que mon père et ma mère étaient morts dans un accident d'avion et que j'étais orphelin pour avoir la paix, pour qu'on arrête de me poser des questions sur mes origines et sur ce que mon père m'avait fait. Donc c'est allé très loin. Donc quand la première dépression est arrivée, bien sûr qu'il y avait une immense fatigue, mais une fatigue intense de la vie que j'avais quand même brûlée par tous les bouts. Et puis... il y a toujours une perte de concentration qui arrive à ce moment-là. J'avais du mal à lire. Pour un littéraire, c'est un peu compliqué. Voilà, chaque problème devenait insurmontable. J'arrivais plus à faire de choix. Il y a une perte à la fois de concentration et on ne sait plus trop ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit ouvrir la porte, la fermer on ne sait plus très bien, tout ça se mélange d'une façon terrible et puis on a peur de tout, chaque problème devient terrible. Donc voilà, on arrive peu à peu en fait droit dans le mur. Et il y a le travail aussi. Ce travail que vous entamez, c'est cet itinéraire-là qui est décrit aussi. Le travail, c'est à l'excès également. Enfin, vous le dites. Oui, parce que j'avais dans mon cursus, c'est plus le cas du tout maintenant, mais à l'époque,
Je pense que c'est un peu le cas de tous les garçons qui ont 20, 30 ans. Ils ont envie de réussir, ils ont envie de plaire à leur patron, ils ont envie de plaire à leurs clients. Donc moi, j'avais envie de plaire à mes éditeurs et à mes auteurs. Donc je revenais régulièrement dans les maisons d'édition. J'étais salarié chez Lattès et chez Plon ensuite. Je revenais souvent le week-end. Voilà, je travaillais, j'étais le seul bureau allumé de tout l'immeuble. Je me considérais quand même comme une brave pomme parce que je n'étais pas dupe. Mais voilà, je m'avançais sur mon travail. Ça m'arrivait de rester en semaine aussi très tard au bureau. J'étais un peu dur, un peu staccanoviste et je faisais un peu peur aux gens d'ailleurs d'une certaine manière parce que ce gars qui reste aussi tard le soir, qui arrive aussi tôt, ça fait toujours un peu peur quand même. Il n'est pas comme nous tout à fait vraiment. Ce métier, est-ce qu'on ne l'a pas dit du coup, c'est attaché de presse, Ouais. attaché de presse dans l'édition. Et le livre a un intérêt documentaire à cet endroit-là aussi, parce que ce sont des métiers qu'on connaît mal, que le grand public connaît mal forcément, puisqu'ils font partie de l'ombre qui met les choses en lumière. Vous en parlez très franchement de ce que ça fait à l'ego, du plaisir à le faire aussi, des limites de ce métier-là que vous connaissez bien. Et que vous continuez à pratiquer en tant qu'indépendant. Oui, je l'aime, c'est un métier que j'aime profondément et en même temps, parce que je suis très conscient de ce qu'il amène. Comme je le dis d'ailleurs dans le livre, c'est un maillon de la chaîne, c'est-à-dire que attaché de presse fait partie, en effet, c'est l'attaché de presse, c'est la personne qui gère la promotion et la sortie d'un livre, que ce soit au niveau des télévisions, de la presse écrite, des déplacements dans les salons, du livre à Limoges par exemple, ou les radios, les télévisions, la PQR, la presse quotidienne régionale, et qui gère tout ça. Il y a toujours un intermédiaire entre l'auteur et les médias. En même temps, voilà, il y a plein de clichés qui tournent autour de la profession du métier d'attaché de presse. On dit toujours que si le livre marche, c'est grâce à l'auteur, et si le livre se plante, c'est bien sûr la faute de l'attaché de presse. Mais c'est des phrases un peu bateau qui ne veulent pas dire grand-chose en fait. Je pense que si un livre est bon, il a toutes les chances de marcher, mais il y a plein de livres excellents qui n'ont pas rencontré leur public, ce qui arrive aussi. Comme je le dis, l'attaché de presse est un maillon de la chaîne, au même titre que le diffuseur, le distributeur, le libraire et ainsi de suite. L'attaché de presse n'est pas tout, si vous voulez, en soi. Après, le rapport entre l'attaché de presse et l'auteur, ça dépend un peu des deux. Moi, j'ai toujours, après les dépressions, c'est-à-dire après avoir mûri par rapport à ça, évidemment, j'ai pris une certaine distance avec les auteurs. Il y avait mon monde et il y avait le leur. Et j'essayais qu'ils ne se rencontrent pas trop. Un écrivain ne pouvait difficilement devenir un de mes amis. C'est arrivé avec très peu d'auteurs, il y en a 5-6 je crois. Nathalie Reims, Janine Boissard, Olivier Poff d'Arvor sont vraiment devenus des gens proches que j'aime profondément. Mais c'est rare, parce qu'il faut une vraie passerelle à ce moment-là. En plus, je pense qu'on rencontre les auteurs au moment le plus difficile, c'est-à-dire au moment où l'ego est suffisamment développé, c'est-à-dire au moment de la promotion, de la sortie du livre, qui importe beaucoup à l'auteur, et je suis bien placé pour le dire quand je m'occupe des auteurs. Et en même temps, il peut y avoir des clivages, il peut y avoir des moments de complicité intense entre un auteur et son attaché de presse. Tout est possible, en fait, tout est envisageable, mais c'est pas un métier facile. J'ai connu beaucoup d'attachés de presse qui ont fait des burn-out, beaucoup d'attachés de presse qui ont... Parce que c'est un peu un métier de l'ombre hein, quand même, on est un peu derrière, on est un peu dans les régies, dans les coulisses, on monte les plans un peu, on agite un peu tout ça comme des marionnettes. À une époque aussi, beaucoup d'attachés de presse ont été des porteurs de valises dans les salons, tirant les valises des auteurs sur les quais de gare. Donc voilà, mais ce n'est pas que ça. Et aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération d'attachés de presse qui ne se laissent pas faire, qui ont du bagou, qui ont du caractère, qui savent se défendre et qui font leur travail avec l'évolution qu'a généré toute la communication depuis tant d'années et qui a évolué pour défendre les auteurs. L'ombre et la lumière. Je trouve ça très intéressant aussi dans ce rapport hein, bien sûr. à la dépression qu'on évoquait et à votre personnalité autour de laquelle on tourne là, parce que vous en parlez pour l'écriture aussi. Il y a l'écriture qui se fait seule et puis il y a ce travail-là qui se fait en collectif. Le livre raconte aussi les délicat début vers l'écriture. On a l'impression que vous n'osez pas y aller complètement, aussi pour ces raisons-là.
Ouais, c'est juste. Il est souvent question d'un livre non publié, d'ailleurs, et ça, peu d'auteurs reviennent sur le livre non publié. Hein, oui, ça arrive à beaucoup d'auteurs. Quand je rentre dans l'édition, j'ai 25 ans, et je vais attendre 5 ans avant de montrer mes textes, c'est vrai, et j'hésite parce que je vais avoir, au début, quelque chose que je vais perdre, évidemment, par la suite. Tous ces livres, mon Dieu, tous ces écrivains formidables, est-ce que j'aurai ma place, est-ce que j'aurai un rôle à jouer dans tout ça, vraiment. Et puis finalement, je vais me laisser convaincre et je suis chez Lattès à l'époque et je vais donner à une des éditrices de Lattès des nouvelles que j'écris beaucoup de nouvelles à l'époque. Et elle va beaucoup les aimer, elle va me dire il faut que tu les fasses lire à Jean-Marc Roberts, que je ne connais pas. Elle va donc passer le coup de fil à Jean-Marc Roberts et elle va faire l'intermédiaire. Elle va me faire rencontrer Jean-Marc Roberts, qui sera mon premier éditeur pour mon premier roman Au Seuil. Donc une rencontre fortuite grâce à l'amitié de Malcy Ozana, qui était cette éditrice chez Lattès à l'époque et qui m'a sacrément tendu la main. Et donc ce rapport entre les deux, est-ce que c'est un déséquilibre ou un équilibre finalement? Est-ce que c'est votre équilibre, justement? Entre les deux métiers? Entre les deux métiers, puis entre l'ombre et la lumière. Entre la solitude de l'auteur. Je pense que tout le monde rêve un peu d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que c'est très difficile de résumer ça en une phrase, mais on a tous envie d'un moment de gloire et on a tous envie d'avoir la paix. La paix, ça serait l'ombre, et le moment de gloire, forcément, ça serait la lumière. Mon métier d'attaché de presse est un métier, en effet, de l'ombre, mais qui me permet d'amener des auteurs vers la lumière. C'est pas toujours le cas, je réussis pas toujours mes lancements. Comme tous les attachés de presse, il m'arrive de me planter, mais il m'arrive de réussir aussi, donc avec cette satisfaction d'avoir contribué, non pas d'en être responsable, parce que ce serait exagéré, mais d'avoir contribué au lancement et au succès d'un livre. Ça fait toujours quelque chose, c'est une manière d'entrer dans la lumière, mais d'une façon discrète, qui est très différente de celle à laquelle l'écrivain, lui, est exposé. Mais j'aime ça et j'ai toujours aimé ça, c'est-à-dire que j'aime faire la promotion de mes livres, ça ne me dérange pas d'aller dans des émissions, je ne me regarde jamais après, je ne regarde jamais les émissions ensuite, je ne m'écoute jamais à la radio ensuite, je lis les articles par contre, je lis les blogs aussi, mais je suis incapable de me revoir à l'image. Mais par contre, ça ne me dérange pas. Tout ça fait partie, au fond, finalement, du métier d'écrivain et d'auteur. Mais ce que je préfère, franchement, c'est l'écriture, bien sûr. C'est le moment où je suis chez moi et c'est le moment où j'écris un nouveau livre. Il n'y a pas plus... ce que je dis beaucoup dans le livre, c'est que vous avez des auteurs qui sont incapables d'écrire en étant heureux, en étant bien, ils ont besoin de souffrance. C'est comme un moteur pour eux. Moi, c'est le contraire, c'est l'opposé. C'est-à-dire que dans les hôpitaux psychiatriques et les cliniques où je suis allé, j'ai essayé d'écrire, mais c'était totalement stérile. Ça donnait rien, c'était pas bon. Avec le recul, avec la distance, je pouvais rien en faire. Tandis que quand je suis bien, je suis heureux et porté par ça, je suis capable, en effet, d'écrire et d'être heureux à le faire surtout. C'est ce qui m'importe le plus. À cet endroit-là, effectivement, vous le dites, ouais, dans les hôpitaux, l'écriture, elle ne peut pas être cathartique, en tout cas, elle ne peut pas l'être en temps réel. Elle ne fait pas partie du processus de guérison. Et dans votre itinéraire, c'est pour ça que je disais au début que c'est le premier récit, le livre, il est jalonné d'exemples de votre bibliographie. Ils sont très nombreux. Je pourrais fouiller mes notes. Il y a au moins 10 exemples explicites de telle personne rencontrée à tel moment, dont vous nous faites le récit à cet endroit-là, qui a inspiré tel personnage dans une fiction. C'est-à-dire qu'on se rend compte que vos fictions, Autobiographie d'une courgette et les autres, sont toujours très reliées à ces moments de vie. Et ma question serait celle-là, c'est-à-dire est-ce qu'avec justement le recul du temps, ces 30 ans-là, est-ce que le livre, il est intervenu, donc certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, à un moment où la condensation, sédimentation, percolation était possible de ça, c'est-à-dire un moment où vous pouvez voir ça, vous rendre compte, parce que où est-ce que vous en rendiez compte tout de suite? Et j'imagine que non, j'imagine que vous percutez parfois après sur tout ce que contient une fiction, de rapport avec votre vie réelle? Alors, en général, même si je ne l'ai pas vu sur le moment, forcément, je le vois à un moment donné. Ce que je voulais démontrer par là aussi, parce que je trouve ça très intéressant, vous avez des lecteurs compulsifs. Moi, j'étais un lecteur compulsif quand j'étais adolescent, évidemment.
excessif, compulsif. Et donc, si je lisais, par exemple, un roman de Tennessee Williams, je me mettais à lire tout Tennessee Williams, ses pièces, ses machins, tout ce qu'il avait écrit sur lui, etc. J'aurais rêvé de le rencontrer, Tennessee Williams, évidemment, après ce que j'avais pu lire et ingérer. Je l'ai fait avec Sagan, je l'ai fait avec Truman Capote, je l'ai fait avec beaucoup d'autres auteurs. Et je voulais démontrer simplement que quand on entrait dans la vie d'un écrivain, en l'occurrence, c'est moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, bien sûr que l'œuvre, les différents livres que l'auteur a écrits s'inscrivent dans une trajectoire de vie. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne rencontre pas les auteurs, on ne lit que leurs livres. Mais si on les fréquente, si eux-mêmes s'expliquent sur leur narration et sur leur histoire et leur vie, on va comprendre à ce moment-là à quel point chaque livre est une pierre comme un ricochet qui fait partie d'un tout, le tout étant la vie de l'auteur. Je ne pense pas qu'un auteur écrive sur tel ou tel sujet sans avoir été impliqué par ce sujet justement d'une manière ou d'une autre. Après, ce qui est très intéressant, je trouve, et je ne parle pas pour moi, je parle d'une manière générale, c'est évidemment cette fibre quasi psychologique au fond, qui fait qu'un écrivain va s'intéresser à tel et tel thème par rapport à sa propre trajectoire et sa propre vie. Je ne crois pas qu'un écrivain va s'intéresser à un sujet qui n'a rien à voir avec lui. C'est impossible. Il y a vraiment... je me souviens, j'étais donc fan de Sagan quand j'étais adolescent, je faisais des cadres avec des photos que j'avais chez moi. Plus tard, j'ai été son attaché de presse, j'ai défendu Derrière l'épaule et d'autres livres avec elle. On s'est donc rencontrés, j'ai même fait organiser un dîner à la maison où elle est venue, où elle a vu ces cadres que je faisais quand j'étais adolescent. C'était assez émouvant pour moi. On est devenus proches, amis, on s'est beaucoup vus. J'ai pu comprendre aussi un certain nombre de choses qu'elle racontait dans ses livres et qu'elle vivait dans sa vie. Il y avait quand même un parallèle entre ce qu'elle était sur une fin de vie difficile. Elle se droguait plus, elle buvait encore un peu, et il lui était impossible de vivre seule, par exemple. Et c'est ce qu'on ressentait aussi, cette espèce de peur de solitude à travers ses livres. Et c'est fascinant de rentrer dans la vie d'un écrivain pour en comprendre les mécanismes et arriver à comprendre pourquoi, très longtemps par exemple, dans mes livres, ça j'en suis absolument certain, la bagarre avec mon père, on la retrouve dans beaucoup de mes livres. Cette violence, pas au début de mes livres, mais par exemple dans Le Vertige des falaises, le grand-père architecte et la grand-mère ont une relation extrêmement violente, et c'est évidemment la relation que j'ai eue avec mon père. Donc décrire les scènes de bagarre entre eux, c'est tout simplement décrire ce que je ressentais auprès de mon père. Dans mon prochain roman qui sort en novembre, cette fois-ci il s'agit d'adolescents, mais il y a plein de choses de mon rapport avec mon père aussi et de mon adolescence que j'exprime à travers une certaine violence entre les personnages. Et je crois que c'est une manière catharsis, c'est une manière de les expulser au fond de soi. Même si j'ai fait un travail psychanalytique de 25 ans là-dessus, qui m'a permis de travailler sur moi, l'écriture c'est encore plus magique pour ça. L'adolescence et l'enfance. Vous en avez souvent parlé, ça revient comme une obsession en fait de Fabrique littéraire, et il en est question là aussi, et on comprend que c'est lié à des traumas, pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a l'adolescence en elle-même, au-delà des traumas, et puis l'adolescence par les traumas que vous avez vécus. Oui, c'est juste. Je dis toujours qu'au fond, l'enfance et l'adolescence nous définissent une fois adultes, qu'on le veuille ou non, de toute façon, quels que soient les secrets qu'on ait gardés, quelles que soient les choses sur lesquelles on a su évoluer ou pas. J'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, c'est déjà pas mal. J'avais un père architecte, une mère au foyer, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui nous a élevés, ma sœur et moi. Un grand appartement à Paris, dans le quartier de la République, où on faisait du patin à roulettes avec ma sœur dans les couloirs. Mon père y avait son cabinet d'architecture. Donc une enfance plutôt paisible, plutôt heureuse. Ça s'est gâté après la fin de l'adolescence, on va dire. Mais jusque l'enfance, elle a été plutôt tranquille et peinarde d'une certaine manière. Et le père ?
Le père, et son portrait, il est fragmentaire. Hein. Ouais. On pourrait retisser en essayant de... Parce que vous brouillez même presque volontairement les pistes. Je pense à un passage crucial où vous dites on est en 78, mes parents divorcent, donc je calcule, vous avez cet âge-là, et hop, on glisse de nouveau dans l'enfance. C'est-à-dire que, voilà, à cet endroit-là, me semble-t-il, volontairement, vous choisissez le non linéaire pour faire des Ça a portraits été impressionnistes. compliqué parce qu'en fait, pour tout vous dire, le livre a été prêt plus tôt que prévu et il devait sortir en 2020. Finalement, il n'est pas sorti en 2020, heureusement pour moi, et j'ai pu rajouter des chapitres qui n'étaient pas dans le livre initial, et notamment sur le fait que mon père soit hospitalisé à Vichy dans un hôpital de longue durée. Bon, il a aujourd'hui, il n'a pas Alzheimer, hein, mais bon, il ne reconnaît pas sa femme, il cache des petits gâteaux dans ses poches, voilà, bon, il est dans un hôpital pour se soigner, donc de toute façon il ne lira jamais le livre, évidemment, personne ne le lui lira non plus, c'est évident, mais il est toujours vivant. Et c'est vrai que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, j'ai mis du temps, ça ne s'est pas fait évidemment tout de suite, je lui ai pardonné beaucoup de choses, je lui ai pardonné l'essentiel. Dans une vie, je ne pense pas qu'on soit capable de tout pardonner, tout n'est pas pardonnable. Mais ce qui m'a fait la bagarre, finalement, ce n'était pas les coups qui m'ont fait le plus mal, c'était les mots. C'est ce qu'il a prononcé, tu ne feras rien, tu seras une merde toute ta vie, enfin bref. Ça m'a fait mal longtemps. Chaque fois que je connaissais un échec, et on en connaît tous, je me ramenais à ça et je me disais, il a raison, au fond, finalement, c'est vrai, je suis qu'une merde. Et ça m'a longtemps hanté, jusqu'à ce que je travaille dessus, comme on peut travailler sur n'importe quoi. Et que je puisse échapper à ça. Aujourd'hui, j'ai un échec, ça me sert pour rebondir. Donc voilà, et je ne pense plus à lui. Mais j'ai mis du temps et j'ai trouvé que c'était intéressant d'abord de me pardonner à moi-même mes propres excès, tout ce que j'avais fait contre moi, au fond finalement, contre moi est bien le terme. Et puis une fois qu'on s'est pardonné soi-même, je pense qu'on peut facilement pardonner aux autres. Et c'est une manière de dire, alors ça ne veut pas dire qu'on oublie, évidemment, on se souvient de tout ça, mais ça veut dire simplement qu'on tourne la page. La vie est très courte. Si on doit ressasser toute cette violence, toutes ces mauvaises vibrations, quelque part, ça vous pourrit la vie, je n'avais pas envie de ça. Voilà, j'avais envie de passer à autre chose, littéralement. Je lui dois la vie aussi, mine de rien, c'est déjà pas mal. Sans lui, je ne serais pas ici à vous parler de lui. Donc voilà, il y a un minimum de choses, de respect aussi à avoir vis-à-vis d'un homme qui n'en a pas toujours eu pour moi, mais je suis passé à autre chose. Il ne faudrait pas passer sous silence celles qui ont été dominées et qui sont plus présentes que le père, je pense, dans le livre, à savoir la mère. Ouais. Vous avez parlé de son hommage. C'est un chapitre très doux d'adieu à la mère. Un chapitre très doux d'adieu à la mère et aussi, sans doute encore plus importante, la sœur. Oui, bien sûr. Alors la mère, ma petite mère, c'était une femme d'une autre génération que la nôtre, c'est-à-dire c'était la femme d'un seul homme. Elle n'a aimé que mon père. C'est incroyable de penser ça aujourd'hui. Une femme qui n'a aimé qu'un seul homme, mon père. Elle n'a pas connu d'homme avant mon père. Elle n'a pas connu d'homme après mon père. Elle aurait pu, hein, il y a des mecs qui lui ont tourné autour, elle était plutôt belle femme. Elle n'a pas voulu. Elle s'est enfermée dans une espèce de tour d'ivoire, incroyable d'ailleurs, parce que non seulement elle était belle, mais elle était marrante. Elle avait du peps, quoi. Elle l'a aimée différemment après le divorce, évidemment, parce qu'elle lui a fait quand même un sale coup en divorçant d'elle. Mais elle a continué à l'aimer, elle n'a pas pu s'empêcher. Et alors on avait des rapports compliqués parce que il paraît que physiquement je lui ressemble, à peu près à son âge. Et donc chaque fois qu'on se voyait avec ma mère, j'étais toujours heureux de la voir, mais on finissait toujours par se chamailler et s'engueuler parce que comme elle pensait que j'étais un peu lui, voilà. Elle comprenait pas trop ma vie, mes envies de voyage, mes livres, tout ça. C'était pas trop son univers, donc c'était un peu compliqué. Et elle a eu une attitude plutôt passive, voire distante par rapport aux événements, par rapport aux choses. Elle a bien su que son mari la trompait, mais elle a réagi d'une façon un peu excessive, un peu... Il y a eu les tentatives de suicide auxquelles j'ai assisté, il y a eu tout ça qui a été très dur dans mon enfance, enfin pas dans mon enfance, mais dans mon adolescence, on va dire, plutôt quand j'avais 18 ans. Et des scènes entre nous qui ont été très complexes, mais
En même temps, j'ai toujours eu de l'affection pour elle et je lui ai pardonné aussi probablement ce qu'elle n'a pas su. Je l'ai beaucoup protégée avec ma sœur. Mon père m'a dit assez tôt qu'il l'avait trompée dès le mariage et qu'il avait choisi parmi ses copines des proies faciles. Donc ça, j'ai tout fait pour qu'elle ne l'apprenne pas. Donc on l'a bien protégée, mais qui nous a protégés, nous, c'est autre chose. Mais en tout cas, ma mère, on l'a protégée. Et quant à ma sœur, elle est partie juste au moment où les choses bardaient, d'une certaine manière, c'est-à-dire le moment du divorce, le moment de la bagarre avec mon père. Elle est partie au Canada, elle est partie 30 ans. Et quand vous avez un frère ou une sœur qui part aussi loin, c'est très difficile de garder le contact. Bien sûr, je suis allé la voir au Canada, bien sûr, elle est venue, elle venait à peu près tous les ans en France, et c'est pas la même chose. On s'appelle pas tous les jours, voilà. C'est pas un rapport fraternel, chaleureux. Et puis, elle a concocté une maladie, une hépatite C, une méchante hépatite C, qui fait qu'elle a été greffée du foie d'ailleurs. Elle est donc revenue se faire soigner en France, parce que c'était le seul endroit où elle pouvait se faire vraiment soigner. Et là, curieusement, ça a renoué un lien très fort entre nous, parce que je suis allé la voir toutes les semaines, même quand j'étais en dépression. J'allais la voir dans l'hôpital et Dieu sait que quand on est dépressif, retourner dans un hôpital n'est pas quelque chose d'aisé. Mais je me disais, voilà, il ne faut pas non plus s'écouter sans arrêt quand on est dépressif. Et donc c'était pour elle que j'allais à l'hôpital et non pas pour moi. Donc c'était important de prendre un peu sur soi, de se gainer, comme je le dis souvent dans le livre, ce qu'on apprend en sport, de ne pas s'écouter sans arrêt, quoi. Et on avait des fous rires entre nous, on s'entend super bien avec ma sœur, on est très très proches, et c'est quand même elle qui m'a réconcilié avec le mot famille. Parce que, au fond, toute ma vie, j'ai loué les familles recomposées. Même mon premier roman porte sur ce sujet-là. Mais rien ne vaut la famille originelle, au fond, finalement. Même si on est en guerre, même si on est parfois pas du tout d'accord avec la manière dont ça se passe, on revient toujours vers sa famille originelle d'une manière ou d'une autre, sauf dans les cas les plus extrêmes, évidemment. Oui, c'est un des traits du livre que d'être un livre de paix, me semble-t-il. Ouais. À plein d'endroits. Hein, Ouais. On évoquait Sagan tout à l'heure, et puis on sent bien que c'est une relation qui se termine bof, mais qu'il peut y avoir de la déception, mais pas d'amertume. C'est un exemple qui me revient comme ça, mais sur un propos que vous tenez de toute façon par rapport à ça, par rapport à l'amertume, et j'ai une que vous facilité tenez éloigné. incroyable à tourner la page. J'ai une facilité vraiment peut-être hors du commun, honnêtement. J'ai beaucoup de mal à avoir de l'amertume envers quelqu'un. Je peux avoir un peu de jalousie, par exemple, comme tout le monde. Ça, c'est un sentiment qui peut éventuellement m'effleurer, mais pas longtemps. J'envie pas les gens. Honnêtement, je suis heureux de ma vie, donc voilà, je lorgne pas dans celle de l'autre. Et je trouve que tout ce qui est amertume, tout ce qui fait partie de ces petits quotidiens qui vous pourrissent la vie, je les évite au maximum parce que je trouve que, voilà, encore une fois de plus, la vie est trop courte pour la vivre pleinement. Et c'est important de ne pas ressentir des choses négatives vis-à-vis des gens. Je suis le premier à vouloir percer l'abcès quand je sens en face de moi une forme de réticence due à quelque chose que je ne comprends pas. Ça fait très longtemps que j'ai tourné la page sur le côté « je garde tout pour moi et je dis rien ». Au contraire, j'aurais plutôt tendance à aller plus facilement vers l'autre. Je crois que toutes ces dépressions, honnêtement, elles auraient pu me déconstruire. C'est le contraire, elles m'ont construit et elles m'ont changé d'un point de vue humain. Elles m'ont changé dans mon rapport avec l'autre. Elles m'ont changé d'une façon où je suis beaucoup plus empathique. Je pense que si je n'étais pas empathique, j'aurais eu beaucoup plus de mal à pardonner mon père. C'est très difficile de se mettre à la place des autres et d'essayer de les comprendre quand vous leur en voulez. Et pourtant, c'est ce qui permet justement de passer à un autre stade et de pouvoir leur pardonner. Ça pourrait faire une belle fin, mais il y a une question vers laquelle je veux aller encore. On a parlé de ce que ce réel vient faire dans la construction de vos fictions, et j'ai eu l'impression en lisant qu'il y avait une forme de vase communicant. J'ai deux très, j'allais dire jolis, ils ne sont pas du tout pareillement jolis, deux exemples de scènes qui me reviennent. Il y a les papillons à la fin d'une dépression. Là, votre rapport, on va dire, positif à la magie, aux signes, dont vous vous êtes déjà expliqué et qui est présent dans vos livres aussi. Et la possibilité du fantastique dans la fiction, mais peut-être aussi de relever des signes dans le réel.
Et puis une autre scène qui est comme un pendant, en tout cas dans ma tête de lecteur, et qui est extrêmement noire, extrêmement violente, où vous faites agresser, sorti d'une boîte du Marais, des types vous courent après, vous vous défendez, et voilà, le type tombe en sang, donc vous parvenez à vous défendre, et vous êtes persuadé de l'avoir tué. Et on reste là-dessus. Et je trouve ça fictionnellement très fort, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'en savez rien de ce qui est arrivé à ce bonhomme, vous avez lu dans les journaux, etc. Mais vous êtes persuadé, une part de vous en tout cas, demeure persuadée de l'avoir tué. Comme si cette fiction-là, là, vous voyez, noire, était également une nécessité, enfin avait aussi sa fonction. Alors je pense que pour en revenir d'abord au papillon, je suis à la Lironde, c'est un hôpital, une clinique psychiatrique à Montpellier, qui est un endroit un peu exceptionnel, c'est-à-dire que si ce n'était pas une clinique psychiatrique, ça pourrait être une annexe du Club Med par exemple, avec un parc magnifique. J'ai adoré être soigné là-bas, vraiment, ça m'a fait un bien fou. J'y ai rencontré des gens, des patients formidables. C'est là-bas où j'ai appris d'ailleurs qu'on pouvait être malheureux en bord de mer, ce qui me paraissait hors propos, mais il y a eu des moments aussi formidables. Et en effet, j'ai été frappé par ce destin du cygne. Un jour, j'étais en train de lire, j'arrivais à retrouver ma concentration, ce qui déjà pour moi était énorme, et j'étais en train de découvrir un roman d'Ethan Hawke. Et j'étais assis sur un des bancs et en effet 3 papillons se sont posés sur moi. Alors déjà quand vous en avez un qui se pose, c'est toujours, on adore ça, ou une coccinelle par exemple. 2 c'est quand même beaucoup, mais 3 c'est du jamais vu quasiment. Donc ça a soulevé en moi une forme d'émotion. En effet, j'y ai vu comme un signe, quoi. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'été des Lucioles, les papillons et les Lucioles sont aussi présents, parce que sans cette scène, en effet, à la Lironde, j'aurais pas fait du papillon un élément fédérateur de mes romans, par exemple, souvent, parce que j'y ai vu comme un signe un peu magique, quelque chose qui me disait allez, vas-y, essaye d'aller mieux, quoi, ça vaut la peine, quoi. Et donc, c'est quelque chose de... Et quant à la deuxième séquence dont vous parlez... La magie noire, peut-être. Enfin, la magie noire, peut-être. Aussi, la deuxième séquence, elle s'apparente vraiment totalement à une scène de fiction, en effet. Sauf qu'elle m'est arrivée, sauf que je ne sais pas si je l'ai tué ou pas. Mon sentiment à l'époque, qui est resté longtemps ancré en moi, c'est que je l'avais tué. Parce que... en fait, je sortais d'un club et je m'étais fait courser par une bande de mecs. En fait, ils étaient plusieurs. Il y en a un qui a donné un coup de pied dans la roue arrière. Donc j'ai fait une chute, j'ai glissé pendant un certain temps. Et à l'époque, on mettait, vous savez, ces chaînes sous plastique en sécurité. Donc le temps que le type arrive vers moi, j'avais défait la chaîne de sécurité. Et sans réfléchir, je l'ai frappé. C'est-à-dire que c'est incroyable cette force qu'on peut sortir de soi sans s'en douter, parce que j'étais pas quelqu'un de violent et je le suis pas non plus encore aujourd'hui, mais devant la peur et devant cette scène d'agression, je pensais vraiment qu'ils allaient me tomber dessus tous et me faire je ne sais quoi. Donc je l'ai frappé du plus fort que j'ai pu au visage. Il y a eu un craquement sinistre, il y a une gerbe de sang qui est partie. Et quand il s'est retrouvé au sol, il avait les yeux quand même grands ouverts, donc et fixe, et ça bougeait plus. Donc d'où mon sentiment de l'avoir en effet tué à ce moment-là, sans jamais en avoir eu la preuve, puisqu'en effet, dans les journaux que j'ai lus les jours suivants, il n'y en a pas un seul qui parlait du fait divers. Moi, j'ai évité soigneusement de passer dans le quartier où c'était arrivé, et puis j'en ai plus jamais entendu parler, et c'est tombé dans les oublis. Mais moi, j'ai jamais oublié cette scène qui, pour moi, est une des rares scènes où je me suis pas fait beaucoup attaquer dans ma vie. Celle-ci est la plus violente, et avec peut-être une issue qui me hante encore. À un moment du livre, à 2 moments du livre, vous répondez à des collégiens, puis vous l'affirmez à un autre moment dans le livre, que vos livres, vos 8, si je ne me trompe pas, sont vos enfants. Vous n'avez pas d'enfants parce que vos livres sont vos enfants. Et quand on vous demande lequel vous préférez, vous répondez traditionnellement, on ne peut pas aimer un de ses enfants plus que l'autre. Alors il y a 8 livres, donc ça fait une grande famille, le temps serait long de tous les détailler, mais peut-être, si on ne peut pas les aimer plus les uns que les autres, les enfants, on peut les aimer différemment.
Et est-ce que pour aller peut-être 1, 2 ou 3 de vos livres, là, comme ça, à brûle pour point, vous auriez une forme de qualificatif, enfin... On pourrait. C'est vrai que c'est souvent une formule que j'utilise quand les enfants me posent la question. C'est une manière de couper court et de pas trop rentrer dans le détail de la vie privée, on va dire. Je pense que d'ailleurs dans les familles, très honnêtement, même si c'est une phrase que j'utilise moi-même beaucoup en tant qu'auteur, qu'on n'est pas en droit de préférer un livre à l'autre. Est-ce qu'on demanderait à un père de famille s'il préférait son fils ou sa fille? Bon, on sait tous que ça existe dans les familles de toute façon, donc voilà. Donc tout ça est une sorte de formulation. On dirait, alors La lumière est à moi, qui est mon recueil de nouvelles chez Gallimard et qui est paru récemment chez J'ai lu, parce que c'est le livre qui arrive juste au moment où les dépressions s'arrêtent et qui rompt totalement avec le lien de la malédiction qui fait que chaque fois que je publierai un livre, j'aurai une dépression par la suite, ce qui va être le cas les 6 premières fois, mais ça va s'arrêter vraiment à l'apparition de La lumière est à moi. Donc celui-ci, et puis pour tout ce qu'il représente, c'est-à-dire une sorte de trait d'union entre le monde de l'enfance et le monde des adultes, j'ai de plus en plus envie d'écrire pour le monde adulte, tout en gardant un secteur jeunesse, adolescence. Mais le monde adulte, aujourd'hui, me fascine plus parce qu'au niveau du vocabulaire, au niveau des expressions, au niveau des histoires, c'est un terrain tellement vaste. Le fait d'avoir écrit 4 romans avec des enfants qui n'avaient que 10 ans me limitait totalement dans le vocabulaire. En passant l'adolescence, le vocabulaire commence déjà un peu à devenir plus exponentiel, mais encore plus dans le monde adulte. Donc La lumière est à moi. Je me dirais en numéro 2, je ne peux pas ne pas citer Autobiographie d'une courgette parce que c'est vraiment mon trèfle à 4 feuilles qui restera, je pense, toujours quelque chose de conséquent. Il s'est joué il n'y a pas très longtemps au Japon, au théâtre, avec des acteurs adolescents. Donc ils ont grandi, ils ont fait grandir la courgette. J'ai vu des images, c'est absolument somptueux. Ça s'est joué à Tokyo et Osaka. Et ça a tellement bien marché malgré la jauge, parce qu'ils ont connu des problèmes aussi évidemment au Japon concernant les théâtres, mais moins que chez nous. Ils sont en train de rechercher d'autres villes au Japon. Il y a un projet de comédie musicale, il y a une bande dessinée qui vient de sortir chez Phileas il y a quelques jours, qui est une merveille avec les dessins de Kamika. Donc il y aura toujours, je pense, des histoires avec ce livre qui me... Et puis on dit souvent que dans ses livres préférés, c'est le dernier. Donc j'aurais tendance à choisir celui qui va sortir en septembre, qui s'appelle Un baiser qui palpite là comme une petite bête. C'est un vers que j'ai emprunté à Rimbaud dans un de ses plus beaux poèmes, et qui raconte une histoire d'adolescent lié par un secret. C'est un roman choral où chacun s'exprime et raconte une histoire qui tourne autour du harcèlement à l'école. Et voilà, et donc ça s'appelle Un baiser qui palpite Voilà. là comme une petite bête, et ça nous donne un effet de suite. Ça sortira début septembre chez Gallimard Jeunesse. Et là, nous avons parlé de certains cœurs lâches pour 3 fois rien. Merci beaucoup, Gilles Paris. Merci infiniment. Et merci de votre attention.